Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu du jour. Remaniement, agonie et Lyon. Pape Ndiaye remplacé par Gabriel Attal à l'Éducation nationale, le député Thomas Cazenave au compte public, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à la santé. Le remaniement commence à se dessiner, on vous dit tout dans un instant. À suivre aussi, elle avait filmé avec son portable l'agonie d'un homme blessé dans le métro de Rennes sans penser à appeler les secours pour l'aider. 15 mois de prison avec sursis pour une jeune femme. Et puis cette chasse à la lionne dans Berlin, personne ne sait comment un fauve a pu se retrouver en liberté dans la capitale allemande, mais le sang des habitants n'a fait qu'un tour. Les vraies voix Sud Radio. Ça se confirme, Marlène Schiappa et Pape Ndiaye vont devoir faire leur valise. Le ministre de l'Éducation nationale, remplacé par Gabriel Attal, le député bordelais Thomas Cazenave est promu au ministère des Comptes publics. Autre fuite, même si ça attend encore un peu avant d'être officialisé, mais le ministre de la Santé, François Braun, remplacé par Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Alors avec nous pour en parler, Thomas Porte, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Est-ce qu'il y a des surprises selon vous de ce qu'on en sait pour le moment de ce remaniement? Est-ce qu'il y a de quoi relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Je crois que pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron, il fallait autre chose qu'un remaniement et c'est un changement de cap politique. La seule chose que je peux dire ce soir, au moment où j'ai les informations, c'est que le niveau baisse dans ce gouvernement. Il n'y a aucune surprise, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui étaient à d'autres fonctions pour les mettre à la place d'autres. Personne ne veut rentrer dans un bateau qui coule, personne ne veut rejoindre ce gouvernement. Et c'est pas un remaniement, c'est simplement des gens qui se redistribuent des postes entre eux. Il y a un resserrement du dispositif autour d'Emmanuel Macron, mais la politique aujourd'hui de ce gouvernement, elle est faite à l'Élysée par le président de la République. Donc peu importe la composition du gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui va décider toujours tout seul. Est-ce que le départ... Thomas Porte, oui, juste une question, Thomas Porte. Beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, donc ça va dans le sens d'un resserrement aussi du cap. Ça va dans un resserrement sur une ligne ultralibérale, une ligne portée par Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, Gabriel Attal à l'éducation, Thomas Cazenave qui remplace lui-même Gabriel Attal, donc ce sont les proches d'Emmanuel Macron qui rejoignent le gouvernement. On avait entendu potentiellement Richard Ferrand, on va voir ce qu'il a amené dans les prochaines heures, mais oui, c'est un dispositif resserré, parce qu'encore une fois, il n'y a que les plus proches d'Emmanuel Macron qui acceptent aujourd'hui de continuer à être dans ce gouvernement à ses côtés. Alors, est-ce que le départ de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale ou de François Braun, ça témoigne aussi, selon vous, d'une forme de droitisation du gouvernement? Oui, Pape Ndiaye paye le fait d'avoir critiqué ouvertement CNews, d'avoir qualifié la chaîne d'être le relais de l'extrême droite. Mais au-delà de la sanction à destination de Pape Ndiaye, c'est la nomination de Gabriel Attal à l'Éducation nationale qui est un signe très clair. Gabriel Attal, c'était jusqu'à présent le ministre du séparatisme des riches. Ce sera demain le ministre du séparatisme de l'école privée. C'est l'école alsacienne plutôt que l'éducation nationale. C'est le SNU plutôt que l'éducation populaire. Donc oui, c'est aussi une ligne politique affirmée qui est choisie par Emmanuel Macron avec ses nominations aujourd'hui. Avec aussi le départ de Marlène Schiappa, une figure quand même historique de la Macronie. C'est une conséquence logique, ça, de l'affaire du fonds Marianne, peut-être? On a envie de dire pourquoi elle était encore là. Après les révélations du fonds Marianne, après ce scandale d'État sans commune mesure depuis plusieurs années dans ce pays, où il y a eu un fonds créé au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, de l'argent distribué à des proches. Je veux dire, tout le monde a été choqué, même la famille de Samuel Paty a dit qu'elle était choquée par ce qui s'était passé. Et malgré le fait que Marlène Schiappa soit une très proche d'Emmanuel Macron, il ne pouvait pas la maintenir au gouvernement, et c'est une bonne nouvelle qu'elle ne soit plus membre de ce gouvernement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Thomas Porte d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre dans les vraies voix sur Sud Radio pour une première réaction à ce remaniement qui se dessine. On rappelle que vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis. Votre deuxième mot, Félix Mathieu, agonie. Une jeune femme vient d'être condamnée à 15 mois de prison avec sursis à Rennes. Elle avait filmé l'agonie d'un homme au lieu d'appeler les secours. Oui, dans une station du métro de Rennes fin mai, cette jeune fille de 18 ans était tombée sur une scène d'une rare violence. Un homme en train de saigner abondamment de la jambe après avoir été attaqué à la machette. Certainement une affaire liée aux stupéfiants. L'enquête est toujours en cours sur les faits eux-mêmes. Mais c'est la réaction de cette jeune témoin qui a été jugée hier au tribunal correctionnel de Rennes. Car au lieu d'appeler les secours, elle avait choisi de filmer la scène. Le jeune homme en train de tituber puis de s'effondrer. Ensuite, après avoir filmé, elle était repartie pour envoyer la vidéo à des proches. Le jeune homme est mort un peu plus tard et selon le procureur, il aurait sans doute une chance de survie si les
secours avaient été appelés plus tôt. La jeune femme a expliqué hier qu'elle n'avait pas pensé à appeler les secours. Elle pensait que d'autres gens allaient le faire. Elle plaide aussi avoir agi sous le choc de cette scène ultra-violente. Elle est donc condamnée à 15 mois de prison avec sursis. Quant aux 2 jeunes gens qui avaient partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, ils écopent, eux, d'un sursis de 6 mois. Ça devient affolant. Le niveau monte. Ouais. Aude Amadou, tout le monde y va avec son téléphone. Maintenant, on regarde un concert avec le téléphone, on regarde le Tour de France avec le téléphone et on fait tomber les coureurs. Je pense que surtout il faut avoir une vision globale, c'est-à-dire que effectivement les réseaux sociaux, cette volonté de toujours aller très vite donner l'information, elle est rentrée à une telle vitesse qu'on n'a pas suivi en mettant en parallèle une formation aux médias, à l'utilisation qui doit être faite à l'école, et on est trop juste là-dessus. Et je pense sincèrement qu'il faut aussi rappeler les valeurs de notre société, de notre République, c'est-à-dire assistance à une personne en danger. Voilà, c'est un des fondements de notre République. Mais il faut aussi, face à ces mots, offrir des solutions, et je pense que la formation média doit vraiment être renforcée à l'école. Oui, moi je rejoins parce que j'ai été choquée de la même façon lors de l'attaque au couteau dans le square où les gens filmaient, alors que ce jeune homme courageux est allé aider. Et là déjà ça m'a interpellée sur le sens de l'engagement citoyen, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en danger, on y va. Et de la même façon, ces adultes qui ont vu le petit Émile et qui se sont pas demandé ce qui pouvait se passer d'avoir un petit enfant de cet âge-là seul, interpelle sur l'égoïsme qu'on peut avoir et ne pas prendre en compte son environnement dans une situation d'urgence ou de détresse. Et Salou Malka, finalement, tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui aide, ça devient extraordinaire, alors que ça devrait être la normalité, finalement. Écoutez, on a toujours l'impression qu'on a vu le pire, et on se rend compte qu'on peut toujours descendre encore plus bas. Et en tout cas, voilà un chantier immense pour le nouveau ministre de l'Éducation. On ne sait pas s'il pourra y faire face. On le lui souhaite, en tout cas. Bon, allez, on Votre pousse le cri. troisième mot, Non, c'est la lionne, ça. Je le fais bien, la lionne. Je peux faire aussi l'accent belge. Les vraies voix de l'été avec Frédéric Brindel. Troisième mot, Félix Mathieu. Lyon. Avec cette chasse aux fauves qui s'est engagée à Berlin, en pleine ville. Oh là là. C'est bien si vous rigolez de vos bêtises en même temps. Des drones, des hélicoptères dans le ciel de la capitale allemande. Un animal sauvage, apparemment une lionne, a été signalé depuis la nuit dernière dans les bois à quelques pas des habitations. Alors stupeur, des Berlinois. J'étais sur le chemin du travail à vélo quand on m'a dit de m'arrêter ici à cause d'une lionne en liberté, explique un passant par exemple à l'agence France Presse, tandis qu'un autre qui semble avoir aperçu la bête renchérit. Je dois être honnête, j'ai un peu paniqué parce que c'est un autre calibre qu'un chien, donc je vais rentrer chez moi maintenant. À propos de chiens d'ailleurs, il y a un autre de ces Berlinois qui témoigne. J'ai 2 petits teckels, c'est probablement de la nourriture idéale d'un point de vue d'un lion. Alors maintenant je vais plutôt partir en voiture loin d'ici. L'alerte en fait a été lancée par un coup de téléphone vers minuit la nuit dernière. 2 passants avaient vu un sanglier se faire poursuivre par le fauve. De gros moyens déployés avec des équipes vétérinaires pour tenter de retrouver, de capturer l'animal. La police demande aux habitants des quartiers sud-ouest de Berlin de ne pas quitter leur domicile. Puis ensuite, la police a même étendu la zone d'alerte à des communes périphériques entre Berlin et Potsdam. En tout cas, les zoos, les cirques de la région étaient contactés par la police. La police qui ignore pour le moment ce qui a bien pu se passer et d'où cette lionne peut venir. Mais que fait cette lionne en liberté dans la ville? Allez